La vérité, c'est que si on ne canalise pas un minimum l'énergie collective, c'est vite le bazar. Et avec des conséquences sur la performance, mais aussi sur les relations. C'est un coach de stars, de personnalités, d'hommes politiques. Il s'appelle Olivier Bétache. Il est coach d'entrepreneurs aussi. Et aujourd'hui, il nous parle de quelque chose que tu connais bien, Angélique, c'est le management. Et dans cette chronique, il s'intéresse à l'autorité en management. C'est tout de suite le mot du coach. Merci Vincent. Aujourd'hui, on va aborder une épineuse question, celle de l'autorité en management. Ou dit autrement, comment trouver le bon équilibre entre contrôle et autonomie. Parce que les deux extrêmes, vous les connaissez tous. D'un côté, le manager qui micromanage va très vite étouffer les gens. Ils n'auront plus assez d'espace pour exprimer leurs talents et leurs idées et vont devoir s'adapter à cette chape de plomb. Soit ils se résignent et perdent au passage leur esprit d'initiative, soit ils se rebellent et partent. Ou alors se débrouillent pour faire dégager le manager en question. D'ailleurs, dans la tech, on n'aime pas trop les petits chefs. Et les CEO et les DRH l'ont bien compris. L'autre extrême, c'est celui d'un manager qui se décharge totalement de son attribut d'autorité et laisse une liberté totale à ses équipes. Il va se rassurer en se disant qu'il est cool, moderne, libéré, qu'il met vraiment l'humain au centre pour de vrai, tu vois, dans un esprit de co-construction perma-acculturant. Car l'absence de structure provoque des intrigues et des jeux de pouvoir qui sapent d'ailleurs encore davantage la performance. Et c'est un cercle vicieux qui peut durer jusqu'à l'implosion du groupe ou alors jusqu'à ce que quelqu'un se décide à sonner la fin de la récré. Mais alors comment fait-on concrètement? Comment mettre en place ce juste milieu et le faire fonctionner au quotidien? Ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors, on y va. Et pour nous aider, on va s'inspirer des travaux de Madeleine Logéry, qui décrit selon moi ce dialogue hiérarchique avec beaucoup de justesse, dialogue que l'on a d'ailleurs coutume d'appeler ownership dans notre microcosme tech American. Voilà le magot. Ceci représente une organisation ou un service. Par exemple, l'équipe tech d'une startup de 100 personnes. Pour le comprendre, il faut déjà distinguer 3 zones. L'environnement extérieur à l'équipe, c'est-à-dire le reste de la boîte, les clients, bref, tout ce qui est en dehors de l'équipe et qui est important pour elle. Le membership, où l'on va retrouver les collaborateurs, développeurs, architectes, data scientists, et le leadership, où se place le CTO. Ici, on a représenté un service, mais on aurait pu aussi dessiner avec le même schéma une entreprise entière, avec le CEO et les C-level au centre et les autres membres autour. Voyons maintenant les 5 étapes concrètes pour processiser en quelque sorte ce mécanisme d'ownership. Étape 1, elle incombe au manager et elle consiste à produire de la vision. Le leader va observer et interagir avec le monde extérieur pour repérer, discerner, interpréter et hiérarchiser toutes les informations qu'il reçoit. Et de là, il va en sortir des actions prioritaires. Par exemple, il nous faut développer telle feature dans les 2 prochains mois. Ça n'exclut pas que le membership puisse se sentir concerné par la stratégie et faire des propositions, mais c'est au leader de prioriser les actions. Étape 2, le manager va ensuite confier ce projet à un owner. Et pour cela, ils vont passer ensemble un contrat qui fixe le but à atteindre et la deadline. La différence avec la délégation traditionnelle, c'est que l'owner ne se contente pas d'obéir. Dit autrement, le contrat porte sur le point B et la flèche de A vers B, c'est le domaine d'autonomie du collaborateur. Étape 3. L'owner va réaliser son contrat en interagissant la plupart du temps avec d'autres collègues, voire d'autres services. Il dialogue, négocie, coopère, produit, bref, il fait le job. Dans cette phase 3, le manager donne des feedbacks réguliers et se tient à dispo pour aider, mais laisse l'owner s'organiser comme il veut. J'insiste ici sur la centralité du feedback. C'est vraiment l'outil qui permet à l'ownership d'exister, car grâce à lui, on peut recadrer les choses sans faire jouer l'autorité. Étape 4. L'owner est satisfait de ce qui a été produit. Il retourne voir son manager qui va challenger son livrable. Une fois cette étape passée, le manager passe à l'étape 5 et appuie sur le bouton pour shooter le travail produit au reste du monde. Il arrive parfois que le manager décide à la place de repasser en étape 2, soit pour repréciser le contrat, soit pour confier le projet à un autre honneur s'il estime que c'est nécessaire. Maintenant, dézoomons. Si on se place du côté du manager ou du CEO, il faut voir le pilotage de tout ça comme des ballons gonflés à l'hélium. Chaque ballon représente un sujet. Au début, tous les ballons arrivent dans ses mains. Et son objectif, c'est de les confier, un par un, à des honneurs motivés et compétents. Mais si l'honneur lâche le ballon ou ne l'a jamais vraiment attrapé, alors il s'envole et remonte mécaniquement au manager qui va devoir le confier à nouveau. L'objectif d'un dirigeant est de n'avoir aucun ballon dans les mains, ce qui est en pratique impossible car il passe concrètement son temps à attraper et à rerouter des ballons. Mais il doit garder continuellement cet objectif en tête
sinon il se fera noyer par l'opérationnel. Pour conclure, si vous voulez vous familiariser avec la méthode et le schéma, je vous invite grandement à vous repasser des situations de délégation réussies ou ratées et refaire le match en découpant les 5 étapes. Allez, salut!